Salut, c'est Lucas. Aujourd'hui, on va parler de toi, d'Internet et de ce qu'Internet c'est de toi. Quand je me suis connecté la première fois sur Internet, j'ai été conquis. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Des connaissances infinies, des mèmes, MSN, bref, le rêve absolu. Je pensais un peu naïvement qu'Internet resterait libre et ouvert à tous, qu'il n'appartiendrait jamais à aucune entreprise ou à aucun gouvernement. Alors comment est-on passé du plus grand réseau d'échange de photos de chats à l'outil de récolte de données le plus puissant au monde? Eh bien reprenons ensemble quelques bases. Internet s'est développé à une telle vitesse et a permis de faire transiter une telle masse de données que l'analyse de ces données traditionnelles s'est vite montrée obsolète. Et pour cause, l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement des réseaux sociaux, l'utilisation des appareils mobiles et l'Internet of Things, l'Internet des objets pour les non-anglophones. On a donc dû créer de nouvelles manières de créer cette énorme masse d'informations et qui ne passerait plus par un seul ordinateur. C'est ce qu'on a appelé le Big Data. Aujourd'hui, ces données sont devenues la ressource première de tout un marché. Vous savez, le réel business de Google n'est pas de créer le moteur de recherche le plus performant, c'est d'en savoir le plus sur vous. C'est un système qui est bien rodé. Vous acceptez, souvent sans le savoir, que vos données soient récoltées, soient vendues, soient monétisées. C'est d'ailleurs bien souvent pour ça que la majorité des sites internet que vous consultez restent gratuits. En fait, vous les payez de vos données personnelles. Et où vont ces données personnelles? Elles finissent chez des data brokers, des courtiers en données en français. Ces courtiers en données sont chargés de récolter le plus de données qu'ils peuvent sur un individu ou sur plusieurs millions d'individus et de les revendre aux entreprises intéressées. À titre d'exemple, en 2018, les entreprises américaines ont acheté pour 19 milliards de dollars de données. C'est beaucoup, 19 milliards. Mais alors vous allez me demander, Jamy, comment sont récoltées ces données? Eh bien je vais vous le dire. C'est grâce à des traceurs ou des trackers qui scrutent les moindres de vos faits et gestes sur les sites que vous consultez. On parle ici bien entendu des fameux cookies et pas ceux que ta maman faisait. Ces petits fichiers de données stockés par votre navigateur permettent de personnaliser votre expérience, c'est-à-dire de vous créer un profil unique, un identifiant unique qui va permettre de vous reconnaître sur un site. C'est donc pour ça que lorsque vous faites une recherche sur des tasses à café, vous vous retrouvez après avec des annonces de tasses à café. Ces données servent aussi à alimenter des algorithmes qui permettent à des plateformes comme Google ou Facebook de proposer du contenu publicitaire ultra personnalisé. Parlons 2 minutes de ce contenu publicitaire ultra personnalisé, mais surtout ultra intrusif. Il repose sur 2 grands modèles principalement. Le SEA qui est plutôt lié au moteur de recherche et à l'achat de mots-clés, et le Ad Exchange qui est lui une sorte de marché où éditeurs et annonceurs se rencontreraient pour enchérir en temps réel les annonces et l'espace disponible. Le réel avantage de cette programmatique est la précision du ciblage. En tant qu'annonceur, vous pouvez cibler une audience très précise dans un endroit très précis, et ça c'est une véritable aubaine. Alors quel est le danger d'un tel modèle? Eh bien c'est simple, le duopole Google-Facebook occupe aujourd'hui une place principale sur le marché de la publicité numérique. À l'aide de leurs plateformes d'ad exchange respectives, ils évincent peu à peu la publicité des médias traditionnels, grâce notamment à leur précision de ciblage géographique. Vous pouvez aujourd'hui non plus passer par un média traditionnel qui va faire de la pub sur un pays, mais vous pouvez tout à fait cibler des zones géographiques tout à fait éclatées. On a donc ici 2 grands GAFA qui se partagent la publicité mondiale et font dépendre les autres acteurs d'eux. Le danger également, c'est la façon dont les algorithmes de collecte et d'analyse de ces données sont conçus, biaisés par nos propres stéréotypes et par nos propres préjugés. Un exemple parlant, une banque pourrait créer un algorithme d'accord ou de refus de crédit en fonction de l'endroit où vous vivez. Ce qui mène à des situations où si vous gagnez un bon salaire, vous n'avez pas de dette, vous pourriez vous voir refuser un crédit simplement par l'endroit où vous vivez. Ça c'est un exemple parlant d'un algorithme biaisé par un stéréotype, par un préjugé de l'homme qu'il a mis derrière. Il ne faut jamais oublier qu'un algorithme n'est jamais une intelligence artificielle autonome, c'est toujours la décision d'un homme derrière. La collecte et le traitement de données personnelles peut aussi influencer la vie en société, la démocratie. On l'a vu avec le scandale Facebook Cambridge Analytica. La psychologie comportementale, alliée avec le big data, permettrait d'influencer le comportement électoral des citoyens. Beaucoup de politiques font aujourd'hui appel à des sociétés d'optimisation de ces données à des fins électorales. Abordons maintenant un autre point qu'on a cité tout à l'heure qui est le Internet of Things, l'Internet des objets. En 2020, on dénombrait pas moins de 30 milliards d'objets connectés,
Alors ça passe par les montres connectées, les téléphones connectés et toute la multitude d'objets connectés qui vous facilitent la vie, notamment dans votre maison. Mais alors pourquoi Amazon et Google voudraient à tout prix vous aider à optimiser votre maison, à préchauffer le four quand vous êtes au bureau, ou à changer l'ambiance des lumières de votre toilette à distance? Tout simplement parce que cette simplification de la vie permet de récolter encore plus de données sur vous et sur votre utilisation de vos objets. Mais vous allez me dire, Lucas, pourquoi tout le monde accepte ça alors? Et je serais bien d'accord avec vous, très bonne question. Tout simplement parce que beaucoup de gens seraient prêts à accepter une récolte de données invisibles pour une amélioration de leur confort de vie. Alors j'entends beaucoup de gens me dire « Ok, mais je ne vois pas le mal à cliquer sur j'accepte les cookies ou à créer un profil de plus en plus personnalisé sur un site de vente. » Eh bien détrompez-vous. Les entreprises, grâce aux objets connectés, enregistrent aujourd'hui de plus en plus d'informations sur votre santé. Vos battements cardiaques, votre respiration, votre sommeil, tout est collecté. Ces données servent alors soit à améliorer l'objet que vous êtes en train d'utiliser ou à être revendues à d'autres acteurs. On est passé en quelques années d'un simple marketing spécialisé à une véritable intrusion dans votre vie privée. Aujourd'hui, si vous achetez un vêtement un peu trop large sur un site de vente en ligne, vous pouvez finir avec une assurance maladie qui augmente. Alors, le tableau qu'on vient de dresser n'est pas très joyeux, j'en suis bien conscient. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne a adopté le règlement général sur la protection des données en 2016. Alors, si ce texte n'est pas encore parfait, il pose quand même une base solide pour venir encadrer ce traitement de données et pour œuvrer à plus de transparence. C'est notamment grâce à lui que vous devez aujourd'hui marquer votre consentement quand vous arrivez sur un site. Alors en attendant que nos gouvernements prennent des mesures efficaces pour aller vers plus de transparence quant à l'utilisation de nos données, que ce soit privées ou publiques, j'espère que cette vidéo vous aura au moins appris comment ces données sont traitées, pourquoi il faut rester vigilant et surtout vers quelle société on veut se diriger. Alors voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau InfoClap.